Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, mon nom est Jean-Marc Emery. Je suis agent de développement à la ATEO, la table éducation Outaouais. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec l'aide de mes collègues de l'ATEO, Pierre Boucher, Janie Pinard-Duhem, Caroline Saint-Georges et Francine Mounezero. Je vous signale que le webinaire est enregistré. On pourra ainsi le rendre disponible en ligne par la suite. Avant de passer aux détails du webinaire et à nos invités, je désire reconnaître que les bureaux de la TEO, la maison d'où je vous parle, les bureaux et les logements de la majorité d'entre vous sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Vous êtes plus de 75 à vous être inscrits et vous arrivez au compte-gouttes, mais vous êtes déjà nombreux, tant mieux. Parmi vous, je tiens à saluer quelques représentantes et représentants du milieu politique de l'ouest à l'est de notre belle région de l'Outaouais. Alors, Madame Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac, so Pontiac Warden. Hello, welcome, Miss Toller. Monsieur Gilles Chagnon, conseiller du district de Lucerne à Gatineau. Madame Renée Amiotte, conseillère du district de Limbourg à Gatineau. Monsieur Benoît Lauzon, maire de Tursault et préfet de la MRC de Papineau. Se sont également inscrits au webinaire Monsieur Marc-André Provost, conseiller politique de Monsieur Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, et Madame Sylvia Barcani, conseillère politique de Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull. Alors, bonjour à tous, très heureux de vous savoir intéressés par le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Je veux aussi saluer les membres du conseil d'administration et du comité décrochage-raccrochage de l'ATEO. C'est dans le cadre des travaux de ce comité qu'est née l'idée de produire le portrait dont nous allons vous parler cet après-midi. Et compte tenu de l'importance de la concertation pour appuyer la persévérance et la réussite de nos jeunes, je suis vraiment heureux de voir que parmi toutes les personnes qui se sont inscrites, nous avons des représentantes et des représentants de CPE, d'écoles, de centres de services scolaires, des deux cégeps de la région, de l'UQO, de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, de plusieurs ministères, éducation, santé, services sociaux, culture, Services Québec, des MRC, des Carrefour Jeunesse Emploi, d'organismes communautaires spécialisés en lutte au décrochage, de nombreux autres organismes en appui aux familles, aux jeunes, aux enfants et à la communauté anglophone, d'instances régionales de concertation d'autres régions du Québec et de la Fondation Chagnon. So welcome all. It's a real pleasure to know that you're around and that you will be participating with us in this webinar. Pour le bon déroulement du webinaire, nous vous demandons de poser vos questions ou d'émettre vos commentaires dans le module Q&R de la plateforme Zoom. Le module discussion, qui s'appelle chat ou converser, est réservé aux messages que mes collègues et moi allons envoyer à tous les panélistes et à tous les participants. Une période de discussion est prévue après la présentation du portrait pour répondre à vos questions. Le portrait est disponible en ligne depuis ce matin. Le lien pour le trouver a été publié il y a quelques minutes dans le module discussion de Zoom, donc à droite de votre écran. La présentation PowerPoint sera mise en ligne un peu plus tard sur la même page web du site de l'ATEO. Dans quelques secondes, Madame Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaires des Draveurs et présidente du conseil de l'ATEO, va vous adresser la parole. Par la suite, M. Michael Gaudreault de ECOB Recherche Transfert présentera les points saillants du portrait. Tout ça ira jusqu'à environ 15h10. S'en suivra une période de questions et réponses et discussions entre nous. Le tout devrait se terminer vers 15h25 par un mini-sondage pour obtenir votre rétroaction à chaud. Je nous souhaite un très agréable webinaire, riche d'apprentissage et de découvertes. Et Madame Dufour, je vous invite à activer votre micro si ce n'est pas déjà le cas et à nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Emery. D'abord, je tiens à remercier tous les gens qui sont présents ici en grand nombre aujourd'hui. Je pense que ça démontre l'importance et la préoccupation pour la réussite scolaire sur l'ensemble de notre territoire. Alors, merci beaucoup d'être là. Mais avant de continuer, évidemment, je ne peux pas passer sous silence certains remerciements, notamment à toute l'équipe de la TO qui travaille très fort pour soutenir les établissements scolaires dans la réussite de nos élèves, mais dans leur persévérance particulièrement. Merci aussi à l'équipe d'ECOB, le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, d'avoir produit ce portrait en si peu de temps et aussi de nous avoir aidés pour l'organisation de ce webinaire. Évidemment, en terminant, je tiens à remercier la Fondation Chagnon qui appuie ce projet-là et le ministère de l'Éducation pour leur soutien financier.
La table éducation, qu'est-ce que c'est? C'est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite scolaire, une IRC, qui a pour mission de mobiliser, de rassembler les acteurs stratégiques dans le but ensemble d'agir et de favoriser la réussite scolaire de nos élèves, de nos jeunes et de nos adultes sur l'ensemble de notre territoire. Évidemment, les travaux de l'ATO s'articulent autour de 3 principaux chantiers, 0-5 ans, 6-15 ans, 16 ans et plus, qui sont présidés par mes collègues. La réussite et la persévérance ne doivent pas être analysées seulement en fonction de la crise sanitaire, des nouvelles du jour, des commentaires sur Facebook ou même en fonction des résultats récents du bulletin qui vient d'être distribué. C'est aussi une grande variété de facteurs, de déterminants qui entrent en jeu tout au long de la vie de nos jeunes. Certains sont en lien avec l'école, certes, mais d'autres en dehors, d'où l'importance d'avoir un portrait clair avec des indicateurs variés pour nous permettre d'agir. Portrait, c'est un outil qui s'ajoute au portrait de l'observation du développement de l'Outaouais qui a été publié en décembre dernier sur la thématique de l'éducation notamment. Alors, en fonction des intérêts, des besoins des partenaires de la TO, des commentaires qu'on aura recueillis suite à notre webinaire, évidemment, des portraits plus particuliers de chacune des MRC ou des territoires pourraient être produits cette année ou l'année prochaine en fonction des budgets qu'on aura disponibles. Un des objectifs est aussi c'est de permettre à la DO d'incorporer plusieurs de ces données-là dans leur publication pour donner à l'éducation une plus grande visibilité auprès de tous les acteurs qui sont concernés. Évidemment, la publication de ce portrait, juste avant les journées de la persévérance scolaire, permet à tous de prendre un recul, de s'interroger sur leur rôle et encourager la persévérance dans une logique, évidemment, de concertation et de collaboration. Vous savez, la semaine prochaine commence nos JPS. Alors, dans la semaine du 15 au 19 février, je vous invite à participer à l'ensemble de nos activités qui sont prévues pour soutenir la persévérance, que ce soit dans des activités organisées ou que ce soit dans certains commentaires que vous pouvez faire auprès des jeunes et des adultes qui, en ce moment, doivent persévérer dans un contexte difficile. Le thème de la semaine prochaine, un moment pour eux, je pense que c'est tout à fait approprié. Et maintenant, prenons le temps de voir qu'est-ce qu'a l'air le portrait de la réussite éducative en Outaouais. Merci, bon événement. Merci beaucoup, Madame Dufour. Donc, je cède la parole à Michael Gaudreault de ECOB qui va nous présenter le portrait. À toi la parole, Michael. Oui, merci beaucoup. Merci, Madame Dufour. Merci, Jean-Marc. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter votre portrait, en fait, de parler de vos jeunes, de votre territoire. Je vais tenter de vous rendre ça le plus agréable possible, le plus interactif possible, le plus intéressant. Puis, dans un deuxième temps, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, on aura une période de questions si vous le souhaitez. Et dans ce que je vais vous présenter, la plupart des éléments sont dans le portrait, mais parfois je vais aller un petit peu plus loin que le portrait. Par exemple, sur la diplomation, mais je vais aller voir peut-être un recul historique, ce qu'on ne pouvait pas tout faire entrer dans 6 pages. Donc, on avait quand même un cadre limité dans ce qu'on pouvait présenter, mais on a vraiment beaucoup d'informations hyper utiles. Et ce qu'on a tenté de faire aussi, c'est de mettre des liens avec la recherche. Donc, qu'est-ce que la recherche nous dit sur différents facteurs qui sont en lien avec l'éducation, en lien avec la persévérance, la réussite scolaire. Je vais commencer par partager mon écran. Je lance. Je confirme qu'on le voit. Parfait, merci. Je vais remercier aussi mes collègues, Olivier Turcotte, Émilie Gaudreault-Lavoie et Manon Boily, donc 3 collègues d'ECOB du Centre de recherche ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière, qui ont contribué à la réalisation de ce merveilleux portrait. Et je remercie aussi la TEO, avec qui on a une très belle collaboration au cours des derniers mois. Premièrement, je vais vous parler rapidement d'ECOB. C'est quoi ECOB? Donc, c'est un centre de recherche qui est né en 82. On a presque 40 ans d'existence. Puis, depuis 2009, on a été reconnu comme on appelle ça un CCTT. C'est un centre collégial de transfert de technologie. Et en fait, on a un mandat provincial en éducation en santé. On fait de la recherche dans différents secteurs, on va supporter différentes organisations. Puis tout à l'heure, je vous présenterai quelques exemples de recherche qu'on réalise. Et on a une équipe très diversifiée, donc une quinzaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs dans toutes sortes de disciplines des sciences humaines, puis avec différentes expertises, donc des thématiques très précises qui seront couvertes par l'ensemble des chercheurs. Pour ma part, je suis un enseignant au départ de mathématiques
et statistique depuis 2000 que j'enseigne, et depuis 2009, donc depuis 12 ans, je suis chercheur à ECOB. Je travaille sur différents projets, entre autres Carto-Jeune, Regard 360, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai mené des travaux en conciliation études de travail, l'intégration et l'engagement scolaire des collégiens, le portrait des collégiens avec la Fédération des cégeps. Je travaille sur un projet présentement sur les trajectoires des finissants de 5e secondaire de Montréal, donc pour voir comment ils font le passage vers le cégep. Les étudiants sous contrôle de réussite encore au collégial, puis on mène une vaste enquête sur la réussite au collégial avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur maintenant, qui s'appelle, dans le cadre d'un chantier sur la réussite au collégial. Donc, je suis très impliqué dans des projets en éducation depuis une douzaine d'années. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais le coordonnateur en fait du projet Carto-Jeune. C'est quoi Carto-Jeune? Si vous ne connaissez pas cet outil-là, c'est un outil qui est grand public, disponible sur cartojeune.ca, dans lequel on retrouve des cartes, des données sur les parcours scolaires des jeunes, mais aussi sur leurs conditions de vie, pour être en mesure de comprendre si on observe une certaine réalité en termes de parcours scolaire, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation-là. Depuis 2014, cet outil-là permet aux visiteurs de réaliser jusqu'à 450 000 cartes. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de déclinaisons selon le réseau, selon le genre, selon un vaste recul historique. On a eu plus de 25 000 visites, 850 personnes ont été formées à l'utilisation de Carto-Jeune et on a également réalisé des articles scientifiques de vulgarisation. Vous allez voir, je vais prendre des données de Carto-Jeune au cours de la présentation d'aujourd'hui. En fait, la présentation se décline en deux parties. La première, on va parler de persévérance et de réussite scolaire. Donc, je vais vous parler rapidement de petites précisions méthodologiques. On va parler à la fois de diplomation, de décrochage scolaire, les bénéfices de la persévérance et des facteurs qui sont associés à la persévérance scolaire. Et dans un deuxième temps, on fait un zoom spécifiquement sur votre territoire, donc en allant plus large que seulement la diplomation, le décrochage. On va parler de la population, de la petite enfance, des parcours scolaires, on va parler des jeunes et de la vitalité économique du territoire. Donc, ce sera les différents éléments qui seront couverts au cours de la prochaine heure. En termes de précision méthodologique, juste vous dire que le portrait est très riche. On a des dizaines et des dizaines de sources qui nous ont permis de réaliser ce portrait-là. Mais entre autres, on travaille avec des données du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, maintenant le ministère de l'Éducation. Donc, c'est deux ministères qui sont scindés. Aussi sur Carto-Jeune, qui est une source importante de données. On va travailler avec différentes enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, l'enquête sur la santé des jeunes du secondaire qu'on appelle le QSJS, l'ECDEM sur le développement des enfants dans la maternelle. On va aussi aller vers des données de Statistique Canada, bien sûr, le recensement, mais aussi plein d'autres enquêtes, études, sondages qui nous permettent d'aller chercher différents aspects, différents enjeux liés à la persévérance des jeunes. Je commence avec une distinction très importante, la distinction entre Carto-Jeune et les autres publications du ministère par centre de service scolaire ou encore par commission scolaire anglophone. Les deux publications ont des objectifs un peu différents, mais portent sur les mêmes jeunes. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment les mêmes jeunes. Dans un cas, on les place dans leur école, en regroupant les écoles en centre de service scolaire ou en commission scolaire. Dans le cas de Carto-Jeune, on va plutôt prendre le jeune et on va le mettre dans son lieu de résidence. Ce que ça nous permet, c'est de faire des portraits à l'échelle régionale, à l'échelle des MRC, des municipalités et même des arrondissements des grandes villes du Québec. Ça a certains impacts. Donc, les données, quand on les suit d'une façon ou de l'autre, on n'a pas le même portrait tout à fait. Entre autres, si on regarde les publications du ministère, les commissions scolaires anglophones sont placées dans le siège social. Donc, vous, Western Québec va être placé dans votre région, même s'il dessert des élèves de l'Abitibi-Témiscamingue, tandis que nous, on le place dans la région de l'adresse du parent. Donc, ça, c'est une des différences. Une deuxième différence, c'est que dans Carto-Jeune, on est en mesure d'inclure le privé ou de l'exclure dépendamment, tandis que dans les publications du ministère, le privé est traité complètement à part. Troisième différence, c'est que le ministère réalise une correction pour tenir compte de la mortalité, de la morbidité, de l'immigration et de la scolarisation à domicile. Et ça a comme impact de bonifier de 2% la diplomation, mais dans Carto-Jeune, cette correction-là n'est pas réalisée. Et comme vous êtes une région frontalière avec l'Ontario,
ben, de façon générale, la correction que le ministère va appliquer en Outaouais est plutôt de l'ordre de 4%. Donc, dans Carte jeunes, on sous-estime légèrement la diplomation des jeunes. Par contre, le décrochage scolaire, on le mesure aussi bien que le ministère, mais c'est quand même un impact à savoir quand on regarde les deux sources, puis je pourrais vous redonner certains impacts de cette correction-là pendant le portrait. Et finalement, les écoles gouvernementales, qui sont des écoles qui sont fréquentées par des populations autochtones, des populations des premiers peuples. Nous, habituellement, ils sont exclus des taux du ministère, mais nous, ils sont inclus. Donc, vraiment des différences méthodologiques, mais qui ont des impacts sur les taux. Donc, il faut bien comprendre ces éléments-là au départ. Un enjeu important que vous avez aussi, c'est la division de vos centres de services scolaires et la définition des MRC. Donc, quand on parle MRC à droite ici, on a la MRC de Pontiac, la vallée de Gatineau, les collines de l'Outaouais, Papineau et ville de Gatineau, donc les 5 territoires de MRC. Mais quand on tente de superposer les commissions scolaires ou les centres de services scolaires par-dessus ça, ben, on observe des choses un peu étranges, qu'on voit peut-être un peu moins dans d'autres régions du Québec. Donc, moi, je travaille avec plusieurs régions, entre autres, bon, les Hauts-Bois de l'Outaouais qui couvrent 2 territoires de MRC, ça va assez bien, mais après ça, on a les collines de l'Outaouais puis la ville de Gatineau qui sont séparées en 3 centres de services scolaires différents. Ici, on prend une municipalité qui entre dans les Draveurs, Cœur-des-Vallées qui exclut une municipalité qui va vers les Laurentides. Donc, on a quand même un peu une incompatibilité entre le découpage MRC et le découpage scolaire. Donc ça peut créer quand même certains enjeux quand on veut faire une lecture. C'est difficile de comparer. Je vous parle de persévérance et de réussite. Premièrement, on va parler de diplomation des jeunes au secondaire. Sur Carte jeunes, on est en mesure de cartographier l'ensemble du Québec, puis on est en mesure d'après ça d'aller dans chacune des régions. Si on regarde la plus récente cohorte, celle de 2012, c'est la plus récente cohorte parce que comme on les suit pendant 7 ans, pour savoir est-ce qu'ils ont obtenu au bout de 7 ans un diplôme, oui ou non, ça peut être un diplôme DES, mais ça peut être aussi un DEP ou une autre qualification du secondaire. Cette donnée-là, c'est la donnée de 2019 qui est parue en 2020. Donc, c'est vraiment la donnée la plus récente qui est disponible au Québec. Et ce qu'on peut voir quand même assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de vert plus foncé vers le centre du Québec et il y a des couleurs plus orangées et rouges nord du Québec, à l'est et à l'ouest. Entre autres, on voit que certains territoires de l'Outaouais font partie des territoires avec une diplomation plus faible. Maintenant, si on s'intéresse à l'Outaouais dans son ensemble, premièrement, ce qu'on peut observer de la cohorte de 98 jusqu'à 2012, donc on recule d'une quinzaine d'années. Le taux de diplomation au Québec a fait un bond d'environ 10 points de pourcentage. Donc, on est en constante évolution depuis une quinzaine d'années. Il y a une amélioration en termes de diplomation qui se voit dans pratiquement toutes les régions du Québec. En Outaouais, on peut voir que malgré une certaine fluctuation, c'est pour ça que j'ai mis une courbe de tendance, la petite ligne pointillée, c'est juste de dire, bon, ben, si c'était en ligne droite, qu'est-ce que ça nous donnerait comme effet pour voir un petit peu plus la tendance plus que les fluctuations. Ben, la tendance de l'Outaouais est à peu près la même qu'au Québec. Donc, on voit qu'on suit à peu près le même gain. On est parti de 62, on est rendu à 74. Donc, on a au moins un 10, sinon même 12 points de supplémentaires en termes de gains. Donc, la tendance dans la région, elle est bonne. De façon générale, ça va relativement... la tendance est relativement bonne, sauf qu'on se rend compte qu'on est une dizaine, pas une dizaine, mais environ 6 points sous le Québec. Et donc là, l'impact de la sous-estimation de Carte jeunes peut avoir une certaine incidence. On pourrait penser que l'Outaouais serait peut-être 2 points plus haut que ce qu'on observe. Puis c'est difficile de bien le mesurer parce qu'on sait que l'Ontario à côté, puis pour faire le suivi scolaire, c'est pas pour le ministère, c'est pas très facile parce que dans leur dossier, si le jeune est parti, on ne sait pas pour quelle raison il est parti. Donc, il y a des façons de corriger ça, mais on sait que
en Outaouais, il y a quand même un enjeu pour bien mesurer le tout. Mais de façon générale, si on se fie, nous, par rapport à nous-mêmes, on progresse et on progresse relativement bien, mais on peut penser qu'on est un peu en dessous. Je vous montre 2 autres régions du Québec qui, il y a une quinzaine d'années, étaient à peu près au même point que l'Outaouais. C'est les Laurentides et la Côte-Nord qui, si on recule, étaient dans les eaux de 62-65 %. Et ce qu'on observe, c'est 2 tangentes très, très différentes. Donc, dans les Laurentides, c'est la région du Québec qui a fait le plus grand gain au cours de cette période-là. Donc, on est parti d'une situation qui était difficile et on a fait un fort gap. Et les Laurentides, c'est quand même une région qui ressemble à plusieurs égards à l'Outaouais parce qu'on a une proximité avec des grands centres urbains, donc on est très près de Montréal, mais en même temps, on a du rural aussi plus éloigné. Donc, les Laurentides qui peuvent ressembler, puis on voit que la situation s'est beaucoup améliorée. Puis d'un autre côté, la Côte-Nord, qui est une des régions où est-ce que les gains ont été les plus ténus au cours de cette période-là. Donc, il y a des enjeux réels de réussite et de diplomation en Côte-Nord. Ici, on voit plein de choses. J'ai mis les 5 MRC juste pour voir comment est-ce qu'elles évoluaient. Mais à l'échelle des MRC, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des plus grandes fluctuations. Par exemple, en bleu, la MRC de Papineau, on voit que la situation, elle oscille plus facilement d'une année à l'autre. Mais il y a quand même, on avait plusieurs cohortes avec une diplomation plus faible. Et au cours des plus récentes cohortes, on a une diplomation qui a quand même augmenté de façon importante. On a en vert et en jaune une situation qui est quand même relativement stable, une croissance. En rouge, avec le Pontiac, une décroissance. Et en orange, une situation qui est plutôt constante. Puis, je l'ai illustré en faisant fi des fluctuations, puis en regardant seulement les tendances. Donc, c'est les 5 mêmes MRC. Donc là, on voit bien que en vert, les collines de l'Outaouais et en bleu, la Papineau, on a à peu près la même tendance à la hausse. Donc, ça va relativement bien dans ces MRC-là. On a une belle tendance à la hausse. La ville de Gatineau, tendance à la hausse, mais un peu moins prononcée. Donc, on est parti quand même. On voit que les gains sont là, mais la tendance, elle est moins rapide. La pente, elle est moins rapide. Dans le Pontiac, on voit qu'on a une tendance à la baisse, donc ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, je vous dirais. Et en orange, la vallée de Gatineau, avec une croissance, mais qui est plutôt modérée et une situation qui est plus difficile en termes de diplomation aussi. Donc, tout ça pour dire que l'Outaouais, ce n'est pas un bloc monolithique en termes de parcours scolaire. Il y a des enjeux, puis on y reviendra au cours de la présentation. Si je vous parle de décrochage, donc un peu l'inverse de la persévérance, c'est de dire je vais quitter prématurément mes études, on observe qu'il y a un jeune de l'Outaouais sur 5 qui quitte le secondaire sans diplôme. C'est autour de 20 % en Outaouais. C'est 2 fois plus que les régions qui font le mieux. Donc, on le voyait un petit peu tout à l'heure avec la diplomation, mais il y a quand même des gains qu'on peut faire à ce niveau-là. Et si on regarde dans le bas, ben, on voit que l'Outaouais, en rouge ici, est autour de 20 %. On se rapproche de la Mauricie. Côte-Nord, qui est autour de 24 %. Nord du Québec, il y a une situation préoccupante aussi, l'Abitibi. Puis, dans les régions qui font le mieux, on a le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont dans le peloton de tête en termes de décrochage, donc des régions avec peu de décrochage depuis longtemps. Et on a Laval et les Laurentides qui sont des nouveaux joueurs, donc qui avaient plus de décrochage, moins de diplomation, puis la situation s'est quand même beaucoup améliorée. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une situation qui est réversible. C'est une situation sur laquelle on peut influer, on peut travailler. Puis, il y a vraiment des belles choses qui se font un peu partout au Québec. Donc, on peut s'inspirer aussi de ce qui se fait un peu partout. Puis je suis certain qu'il se fait des belles choses dans votre région. Donc, on peut voir aussi ce que d'autres collègues, d'autres sous-régions aussi peuvent faire. Donc, je pense qu'il y a moyen d'améliorer la situation qu'on voit. C'est comme un point zéro, un temps zéro ici qu'on observe. C'est certain que quand on faisait ce portrait-là, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'il y a des impacts de la pandémie? Puis, le constat, c'est de dire, ben, est-ce que ces jeunes-là qui ont été exposés à une situation particulière avec des confinements et tout, est-ce que ça va avoir des impacts sur leur persévérance?
Et il n'y a pas d'études encore qui démontrent s'il y a plus de décrochage ou quoi. C'est plus difficile à démontrer. Ça va prendre quand même un certain recul. Par contre, des éléments qu'on sait déjà, entre autres, c'est l'impact sur la santé psychologique, la santé mentale de nos jeunes. Une étude récente qui nous dit que chez les jeunes de 12-17 ans, la proportion qui présentait un niveau significatif de symptômes dépressifs ou anxieux était en temps normal, donc en mode non pandémique, de 40% pour les filles et de 19% pour les garçons. Puis généralement, les taux, habituellement, c'est 2 fois plus élevé chez les filles que les garçons. C'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs enquêtes. Et pendant le confinement, ce qu'on observe, c'est une augmentation chez les filles et une augmentation beaucoup plus marquée chez les garçons. Donc, les taux des garçons ne rejoignent pas ceux des filles, mais ils seraient davantage impactés peut-être, selon ces résultats-là, par la pandémie et par le confinement. Et même chose pour la détresse psychologique. La proportion de filles qui était plus élevée a augmenté, mais elle a pratiquement triplé chez les garçons. Donc, l'impact se fait sentir de façon assez marquée en termes de santé mentale. Et aussi sur la motivation. Il y avait une étude j'ai oublié le nom, ça va me revenir, qui nous disait que la motivation des jeunes était passée de 7 sur 10 à 4,1 sur 10 pendant la première vague. Et les proportions de jeunes qui se disaient moins motivés depuis que les écoles sont fermées, au secondaire, 79%, au cégep, 84%. Donc, c'est la tranche d'étudiants les plus peut-être impactés par la pandémie en termes de motivation. Et les répondants qui fréquentent une université sont 77% à être moins motivés, mais de façon générale. Il y a plein d'autres choses. On s'en est tenu à ça pour l'instant. Mais on voulait aussi dire qu'il y a certains points, on dirait, positif à cette situation-là. Il y a 75% des parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans qui mentionnent qu'ils ont trouvé des effets quand même positifs sur leur capacité à accorder du temps à leurs enfants, plus de temps à leurs enfants. Donc, ce n'est pas mur à mur des impacts négatifs, mais il y a quand même certains impacts. En termes de bénéfices de persévérance scolaire, c'est certain que vous avez probablement déjà vu certaines de ces données-là. Il y a quand même plusieurs impacts qui peuvent être soit négatifs, mais qu'on peut voir aussi de façon très positive en termes de persévérance. Donc, si on persévère jusqu'à l'obtention au minimum d'un DES, d'un DEP, d'un DEC, d'un diplôme universitaire, ce qu'on observe premièrement, c'est que le revenu va augmenter nécessairement. Donc, il y a des impacts pour la personne, des impacts individuels en termes de revenus, en termes de taux d'emploi aussi qui sont de plus en plus élevés, plus le niveau de scolarité va être élevé. Il y a aussi d'autres enquêtes, d'autres études qui nous disent qu'une année de scolarité supplémentaire, ça pourrait représenter 10% de revenus pour un individu, mais 20% pour les femmes. Donc, l'impact serait encore plus positif chez les femmes et que la persévérance jusqu'à l'obtention d'un diplôme favorise l'expression des opinions, la connaissance de sa culture, celle de l'engagement communautaire. Donc, les impacts sont individuels, mais sont collectifs aussi. Donc, il faut voir ça dans son ensemble. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'espérance de vie d'un décrocheur est 7 ans de moins. Donc, si on persévère jusqu'à l'obtention d'un diplôme, quel qu'il soit, on vient de gagner 7 ans de vie à dépenser comme on veut. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les diplômés ont en général une plus grande conscience environnementale. Donc, on sait que c'est un enjeu qui est très contemporain et qui est très actuel. Et de façon générale, les diplômés, quels qu'ils soient, là, on parle de diplômés universitaires, mais parce que le gap était peut-être plus important, mais même les diplômés de collégiaux ou qui ont un DES, DEP vont aussi faire plus de bénévolat, donner davantage de sang, etc. Donc, l'implication dans la communauté, elle est plus grande. Si on regarde, donc, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à la réussite scolaire. Des facteurs qui sont généralement relativement connus et qui sont répandus. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont propres aux jeunes. Okay? Donc, c'est des caractéristiques qu'il a en lui, qui sont peut-être de naissance ou qui peuvent fluctuer avec le temps. Puis c'est des caractéristiques sur lesquelles on peut influer. Donc, ce n'est pas parce que c'est une caractéristique qui est propre aux jeunes
que des acteurs externes ne peuvent pas avoir une incidence. Par exemple, la motivation, bien, on peut avoir un très fort effet sur la motivation d'un jeune. Donc, ça, c'est quelque chose pour lequel sur lequel on peut interférer ou sur lequel on peut avoir un impact positif. Ces aspirations scolaires aussi, donc on peut travailler en termes de modèle, on peut agir comme un modèle, on peut parler avec les jeunes. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent influer, même si c'est des facteurs qu'on dit plus propres aux jeunes. On a aussi des facteurs qui sont de l'ordre scolaire, relations maître-élève, les pratiques pédagogiques, donc la façon dont l'enseignant va entrer en communication avec ses élèves, l'attention qu'il va leur apporter, l'amour de la matière ou de l'enseignement qu'il va être capable de transmettre. C'est tous des éléments qu'on sait super importants. Des fois, il y a des choses qui sont plus structurelles ou encore des services qu'on va mettre autour des élèves en difficulté, les pratiques de gestion, le climat scolaire dans l'école, sentir que dans l'école, c'est important d'apprendre, puis que c'est valoriser la réussite, bien, ça a un impact, ça a été mesuré aussi, ça a été démontré. On a des facteurs qui vont être propres à la famille. On sait que les parents sont des premiers répondants, sont vraiment proches de l'enfant, peuvent être à l'écoute. Donc, les parents plus scolarisés, règle générale, vont mieux accompagner leurs jeunes. Ou des fois, si on n'a pas les conditions économiques pour bien manger, pour être capable de se concentrer parce que ce n'est pas une préoccupation qu'on a, pour pouvoir avoir des aspirations, pour dire hey, c'est possible pour moi de mettre en branle mes aspirations parce que le point de vue économique est présent, mais ça a des impacts. Mais tout l'encadrement parental, le suivi scolaire, les valeurs qu'on transmet à nos jeunes, la culture, la langue, c'est tous des éléments super importants. Et de façon plus large, les facteurs sociaux, donc le quartier de résidence, le voisinage, le tissu social, les amis, les qualités des services. Donc, on a plein d'éléments qui jouent sur le jeune. Maintenant, nous, on s'est intéressé à élargir un peu ce cadre-là, en se disant, ben, est-ce qu'il y a des éléments qui seraient propres au territoire ou à ses habitants qui auraient une incidence? Donc, il y en a certains des éléments de cette recherche-là qu'on a menée à ECOB qu'on venait de montrer parce qu'ils étaient déjà couverts, mais il y en a des inédits dans ce qu'on vous présente. On les a présentés dans le portrait. Et ce que vous voyez au centre, c'est un diagramme radar. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne, mais l'idée, c'est de dire qu'au Québec, on a réalisé une étude multivariée. Donc, on a vérifié quels facteurs étaient les plus fortement associés au fait pour les jeunes de diplômés au secondaire. Et ce que vous avez là, c'est un résumé des facteurs les plus importants. Entre autres, si je commence à gauche, l'éloignement des cégeps. Les MRC qui étaient plus éloignés des cégeps avaient moins de chances de voir leurs jeunes diplômés du secondaire. Les MRC qui ont été développés tardivement, donc celles qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être mieux implantées, ça allait mieux. Conditions de vie, scolarité, les parents qui sont moins fortement scolarisés, ça leur a un impact. Les logements de taille insuffisante ou logements ayant besoin de réparation majeure. Et en aucun temps, dans ces analyses-là, on a réussi à démontrer que le revenu était plus important que ces facteurs-là. Donc, il y a une notion de conditions de vie, une notion quand on parle de réparation majeure, on peut avoir des logements qui sont délabrés, qui ont besoin d'amour, si je peux vous dire de cette façon-là, mais c'est pas tant le revenu que le fait d'avoir une scolarité d'un certain niveau ou encore de valoriser l'éducation parce qu'on se rend compte, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, que la population adulte n'a pas une scolarité très élevée. Ils ne sont pas très nombreux à avoir des DEC ou encore des diplômes universitaires. Et à l'inverse, il y a quand même beaucoup de cette population-là qui n'a aucun diplôme. Et malgré tout, la diplomation des jeunes va très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une situation comme ça que c'est irréversible, mais de façon générale, au Québec, c'est quand même un élément qu'on a observé dans cette étude-là. J'ai mis d'ailleurs la référence à l'étude, si jamais vous voulez aller la creuser davantage. En termes de marché de l'emploi, la composition du marché de l'emploi, le type d'emploi disponible peuvent influer directement sur la nécessité pour le jeune de se scolariser ou pas, puis de mettre fin à sa scolarisation en cours de route
aux besoins, puis la diversité industrielle. Donc, il y avait des éléments qui reflétaient vraiment à l'attractivité du marché de l'emploi ou à sa composition. Ensuite, la démographie famille, la faible densité de population était liée avec une plus faible diplomation des jeunes. Donc, les milieux ruraux, on voit un peu moins de diplomation. Dans les milieux urbains, la diplomation, ça va bien. Puis souvent, ça vient aussi avec la proximité des services, ça vient avec la proximité des cégeps, des universités. Donc, pas le besoin de se déplacer ou encore, donc c'est plus facile de donner vie à nos aspirations scolaires et professionnelles. Les familles monoparentales et la mobilité de la population, donc les territoires qui sont plus stables en termes de mobilité, que ce n'est pas juste de passage, ben, la diplomation des jeunes était meilleure. Et je termine avec la diversité ethnoculturelle. Quand on a une faible présence d'immigrants, plus de décrochage. À l'inverse, quand on a beaucoup d'immigrants, c'est des milieux où est-ce que ça va mieux. En termes de présence autochtone, les territoires où est-ce qu'il y avait davantage d'Autochtones, on avait aussi une diplomation qui était plus faible. Et la non-connaissance du français, donc les milieux où est-ce qu'on avait une plus faible connaissance du français en général, c'était aussi des milieux avec une plus faible diplomation. On a réalisé des analyses à l'échelle des MRC. Je ne suis pas en mesure, dans le temps qui m'est alloué, de rentrer très profondément dans le détail de chacune, mais c'est pour vous dire que chaque MRC a sa propre lecture. On avait 5 grandes dimensions tout à l'heure avec plusieurs indicateurs dans chacune des dimensions. Bien, le territoire en grisé, ça représente une MRC donnée. Donc, par exemple, ici, c'est la Gatineau. Si notre grisé est à l'extérieur du vert, donc la ligne verte, c'est le quart des MRC qui vont le mieux, et en rouge, c'est le quart des MRC qui vont le moins bien. Par exemple, sur démographie et famille, on voit qu'on est à l'intérieur du rouge, donc notre point grisé ne dépasse pas le rouge. Ça voudrait dire que sur ce facteur-là, la MRC de Gatineau a des conditions moins favorables à faire diplômer ces jeunes. Et sur les 4 autres facteurs, on est dans la moyenne, on est dans le 50% des territoires du centre. Par contre, si je regarde Papineau, Colline de l'Outaouais, on a une situation qui ressemble un petit peu. Colline de l'Outaouais, on avait quand même une situation un peu plus favorable en lien avec la démographie et famille. Et le Pontiac et la vallée de la Gatineau, bien là, l'aire couverte par les 2 diagrammes, elle est beaucoup plus faible. Ça veut dire que de façon générale, les conditions sont un peu moins favorables à la diplomation des jeunes dans ces 2 territoires-là. Entre autres, quand je regardais ici sur conditions de vie, ces 2 territoires avec une plus faible scolarité de la population adulte et aussi davantage de logements ayant besoin de réparations majeures. Donc, on est capable de cibler de façon pointue pour chacun de ces territoires-là quel facteur est favorable, quel est un peu moins favorable. Et puis, le radar, ça nous permet d'avoir juste une vue d'ensemble de l'ensemble du territoire, mais ponctuellement, on peut creuser chacun de ces diagrammes-là pour essayer de mieux comprendre, OK, quels sont mes défis, mais quels sont mes atouts aussi avec lesquels je peux travailler pour tenter d'améliorer la situation. Puis si vous avez des questions, on pourrait y revenir de façon plus détaillée par la suite. Je tombe sur le territoire, donc la deuxième bloc de ma présentation qui me fait me plonger à cœur perdu dans l'Outaouais. On va commencer par parler de la population. Puis l'ensemble des enjeux que je vous amène, ce sont tous des enjeux qui ne sont pas nécessairement des enjeux éducatifs, mais qui ont un lien avec l'éducation, avec la réussite des jeunes. Donc la littérature, les recherches nous disent ben, c'est important de t'intéresser à ça pour telle raison. Puis il y a plusieurs de ces justifications-là qui se retrouvent dans le portrait sous forme de petites bulles pour illustrer pourquoi c'est important peut-être ce facteur-là ou ce facteur-là, mais ce n'est pas toujours possible de mettre toutes les justifications, mais on a des sources pour chacun des éléments qui sont présentés. Premièrement, ce qu'il faut retenir, puis je pense que vous êtes très au fait de la très grande diversité de territoires qui sont présents. On a un territoire urbain, un territoire plus périurbain, puis on a 3 MRC qui sont rurales. Donc, c'est des réalités qui sont très différentes. On ne peut pas dire l'Outaouais, c'est quelque chose. L'Outaouais, c'est des réalités qui sont différentes, dépendamment à quel milieu on appartient.
C'est un territoire qui est quand même relativement vaste, 30 000 km². C'est certain qu'il y a des territoires non organisés. On a environ 400 000 habitants pour 12 habitants au kilomètre carré, ce qui est une densité quand même plus élevée qu'au Québec. Mais au Québec, on parle du nord du Québec puis de la côte nord, l'Abitibi. Donc, il y a certains territoires avec des très, très grandes étendues. Les populations rurales font face à des inégalités en termes d'accès aux établissements scolaires, ce qui peut amener des enjeux de diplomation et des enjeux de conditions socio-économiques. Entre autres, Papineau, Pontiac et Vallée de la Gatineau sont situés à plus de 40 km d'un cégep. Et tout à l'heure, dans les analyses que je vous ai faites, dans le modèle que je vous ai présenté, c'est un facteur qui était important. Quand on est plus loin des cégeps, on a peut-être moins de chances d'y accéder, mais on a moins de chances aussi de terminer nos études secondaires. Donc, c'est un point quand même à prendre en considération. En termes de population, on a une population qui varie à peu près au même rythme que celle du Québec. Donc, si on regarde ici vers le bas du tableau, l'Outaouais, on a une croissance de la population de 4,9 % entre le recensement de 2016 et la plus récente donnée qui est parue en 2020, qui est estimée par l'ISQ. Alors qu'au Québec, c'est une augmentation de 5 % qui est principalement l'écart entre les naissances et les décès. Il y a un peu aussi d'immigration puis de d'émigration qui peuvent être impliqués là-dedans, mais le gain est principalement attribuable écart naissance-décès, moins mobilité entre les territoires. Mais ce qu'on observe, c'est que d'un territoire à l'autre, c'est vraiment les collines de l'Outaouais où est-ce qu'on voit les plus forts gains, tandis que pour Pontiac, c'est le seul territoire de MRC pour lequel on a une décroissance. Donc là, on aurait une migration vers les autres territoires qui serait plus forte, qui viendrait compenser ou qui viendrait gruger un peu les gains qu'on pourrait avoir en termes de naissance versus décès. Et la vallée de la Gatineau aussi qui a une croissance, mais qui est relativement faible. Il faut savoir aussi qu'il y a près de 60 % des familles qui ont au moins un enfant à la maison et que le tiers de ces familles-là est monoparental, un seul parent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête quand on pense famille, OK, mais les familles, c'est pas que des familles avec les deux parents. Il y a le tiers des familles qui sont monoparentales. Et en termes d'âge, si on regarde la répartition selon l'âge de la population, il y a des enjeux de vieillissement de la population qui sont un peu présents dans tout le Québec, sauf que cet enjeu-là est un peu moins présent en Outaouais, étant donné que la proportion de personnes de 65 ans et plus, elle est plus faible, et c'est au profit principalement des plus jeunes, des 0,5 ans, des 6-15 ans, donc ici à 11,6 versus 10, et des 16-24 ans, où est-ce qu'on est assez comparable. Donc, c'est vraiment sur nos plus jeunes où est-ce qu'on en a davantage que pour le Québec. En termes de langue, il y a une situation particulière aussi, proximité avec l'Ontario, qui fait en sorte que le français est un peu moins la principale langue parlée à la maison que dans le Québec, et l'anglais prend plus de place. Et il y a aussi certaines MRC pour lesquelles l'anglais est une langue prédominante. Donc ça, c'est une réalité. On a également Weston Québec, quand j'ai parlé tantôt du découpage des centres de services scolaires, je n'ai pas mentionné, mais que Weston Québec couvrait l'ensemble du territoire, donc il chevauchait l'ensemble des commissions scolaires, des centres de services scolaires francophones. Et on a aussi des atouts. Donc, quand on parlait tout à l'heure de défis, mais d'atouts aussi, il y a 61 % des habitants d'Outaouais qui peuvent soutenir à la fois une conversation en français et en anglais. Puis on le voyait très bien avec la présentation d'entrée de jeu de Jean-Marc qui saluait dans les deux langues. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on fait une présentation, c'est pas quelque chose qu'on connaît de faire des présentations à la fois, des remerciements à la fois en français et en anglais. C'est pas une réalité qu'on côtoie régulièrement. Donc, c'est quand même beaucoup plus présent dans votre région. Ça peut être un bel atout aussi.
9,8 % de la population qui est issue de l'immigration, puis 5,5 % qui a l'identité autochtone. Au Québec, identité autochtone, on est à 2,3 de mémoire. Donc, c'est quand même plus présent que dans l'ensemble. Puis, à titre, je dis 2,3, c'est 1,7 parce qu'en Côte-Nord, c'est 17 %, puis c'est 10 fois plus que le Québec. Donc, de mémoire, c'est 1,7. En termes de petite enfance, premièrement, l'accès à un service de garde, on sait que c'est important. On sait que c'est important pour ce qui va suivre. On sait, entre autres, que les jeunes qui ont fréquenté un service de garde, ça peut avoir des bénéfices à long terme sur leur développement, surtout quand ils proviennent de milieux plus difficiles, de milieux moins favorisés. Et en 2020, on estimait bon, c'est pas une estimation, c'est quand même assez précis, là, près de 12 000 places en service de garde à contribution réduite. Et ce qui était prévu, c'est que pour la vallée de la Gatineau puis le secteur Elmer, on prévoyait qu'en 2022, on aurait un équilibre, donc suffisamment de place pour l'ensemble des besoins. Par contre, pour les autres MRC et le secteur de Gatineau, on parlait plutôt de déficit faible à moyen. Puis la colline de l'Outaouais, qui est en forte croissance, donc tantôt on le voyait, ben, il y a un fort déficit aussi qui vient avec ça. Un indicateur qui est assez parlant, puis particulièrement parlant pour la région de l'Outaouais, c'est la proportion d'enfants qui sont vulnérables à l'entrée à la maternelle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet indicateur-là. En fait, c'est mesuré aux 5 ans par l'Institut de la statistique du Québec. Et au Québec, c'est à peu près 10 % des jeunes qui sont vulnérables dans chacun des 5 grands domaines qui sont mesurés, le développement cognitif et langagier, les habiletés de communication et connaissances générales, santé physique et bien-être, compétences sociales, puis maturité affective. La borne de 10 % c'est fixé. On a décidé que environ 10 % des jeunes pourraient être vulnérables. Et après ça, on s'intéresse à est-ce que c'est la même chose dans toutes les sous-populations ou dans tous les territoires. Et ce qu'on observe, c'est que l'Outaouais, il y a davantage de jeunes qui sont vulnérables dans chacun des 5 domaines. Donc là, c'est quand même questionnant. Si on prend ici à gauche la proportion de jeunes qui sont vulnérables dans au moins un des 5 domaines, on est à 34 %, tandis qu'au Québec, c'est 1 sur 4, c'est à 27 % au Québec. L'écart est quand même relativement élevé. Puis pour avoir travaillé dans d'autres régions, j'ai vu beaucoup plus vulnérables dans un domaine, dans 2 domaines. J'ai vu aussi, par exemple, en Chaudière-Appalaches, c'était moins vulnérable, la proportion était moins élevée dans plusieurs des domaines, donc il y avait des contextes peut-être plus favorables. Mais là, ici, c'était dans tous les domaines. Donc, il y a quelque chose qui s'installe, je pense, dès la petite enfance. Puis, je pense qu'il y a une préoccupation peut-être régionale qu'il faut avoir. En tout cas, moi, ça m'alerte quand je vois ces chiffres-là. Et ce qu'on sait aussi de façon générale, donc c'est l'ISQ qui nous dit ça, c'est que la vulnérabilité elle est plus élevée de façon générale chez ceux qui n'ont pas fréquenté un service de garde. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des enjeux pour l'offrir de façon adéquate. Nos garçons, ceux qui vivent dans un milieu défavorisé et ceux dont les parents n'ont aucun diplôme. Donc, c'est des contextes qu'on ne voit pas partout dans le portrait régional, mais sur certains territoires, je reconnais certaines de ces caractéristiques-là qui sont présentes. Il y a une enquête aussi qui a été faite auprès des parents d'enfants de 0-5 ans qui nous disent est-ce que les parents ont lu ou raconté des histoires à leurs enfants de 0-5 ans quotidiennement au cours des 2 semaines qui précédaient l'enquête. Et là, on ne voit pas de différence avec le Québec. Donc, la proportion est à peu près la même. C'est 40 % des gens qui disent oui. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'on sait que le fait de lire, montrer des images aux enfants, ça va favoriser les habiletés de communication, de connaissance générale. Puis, tantôt, je vous disais qu'il y avait des régions pour lesquelles les habiletés de communication et de connaissance générale étaient plus faibles. Puis ces mêmes régions-là, il y avait moins de parents qui faisaient la lecture aux enfants. Ça fait que moi, je voyais vraiment un lien. Mais ici, c'est dans les 5 sphères qu'on voit une plus grande vulnérabilité. Mais par rapport à la lecture, ce n'est pas un signal qui m'apparaît, qui est évident. On est comme le Québec.
Si on s'intéresse au parcours scolaire, mais là, on va au-delà de la diplomation, on va s'intéresser à l'ensemble des cheminements possibles pour les jeunes. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Outaouais, c'est un vaste territoire, très, très grand. On l'a montré, avec une concentration nécessairement à Gatineau. Mais au total, c'est 115 écoles primaires ou secondaires réparties sur le territoire. Donc, les points rouges, c'est primaire, les triangles, c'est des écoles secondaires. On a aussi 14 écoles qui offrent à la fois le primaire et le secondaire. Donc, ça, on voit ça beaucoup, par exemple, en Côte-Nord, où est-ce que, justement, l'éloignement fait en sorte que c'est plus difficile d'offrir une école primaire, une école secondaire. On va combiner les deux. Et il y a 25 établissements qui offrent une formation en anglais. Donc, c'est quand même assez élevé. Et la moitié de ces écoles-là, à la fois primaire et secondaire, sont dites défavorisées en fonction de l'indice de milieu socio-économique du ministère. C'est des écoles qui ont recours à la stratégie d'intervention Agir autrement, donc SIA, des écoles SIA. Au Québec, c'est moins que la moitié, c'est autour de 45 à 47% des écoles qui seraient SIA. Il y en a un peu plus sur les territoires de l'Outaouais que ce qu'on observe à l'échelle québécoise. Puis, ceux qui sont moins familiers avec l'IMSA, c'est un indice qui est développé par le ministère qui se base sur la scolarisation de la mère, donc la sous-scolarisation de la mère et l'inactivité des parents, donc un taux d'emploi plus faible de l'ensemble des parents. Il y a eu un sondage qui avait été mené auprès des élèves du réseau public francophone de l'Outaouais après la 5e secondaire pour dire, OK, où est-ce que tu t'en vas, toi, l'an prochain? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'est une collaboration avec les centres de services scolaires qui nous ont permis d'avoir accès à ça puis de l'intégrer dans notre portrait. Et la plupart disaient, ben, moi, je m'en vais au cégep de l'Outaouais. 59% visaient le cégep de l'Outaouais. 9% Heritage College. Ensuite, 13% qui disaient, ben, j'irais peut-être dans un cégep ou une institution équivalente, mais pas les deux premiers dont j'ai nommé. 7% des élèves disaient vouloir aller à un collège ou une université en Ontario, à Ottawa, précisément. 7% visaient la formation professionnelle, 2% disaient ben, moi je vais passer par la formation des adultes et 3% visaient à intégrer directement le marché du travail. Donc ça nous donne une vue d'ensemble de l'intérêt des jeunes, ce qui était visé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon plus pointue? On va regarder chacun des niveaux scolaires, un à la fois. Si je commence par la formation générale des adultes, il y a un indicateur qui est disponible sur Cartojeune qui s'appelle le taux d'accès à la formation générale des adultes. En fait, c'est la proportion de jeunes du secondaire qui se sont inscrits aux adultes dans leurs 7 premières années de parcours au secondaire. Donc, ça peut être après 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais dans les 7 premières années, à un moment donné, ils se sont inscrits à la formation adulte. Ce qu'on observe, c'est que les garçons s'inscrivent davantage aux adultes que les filles. Et dans la région de l'Outaouais, la proportion, autant que des garçons que des filles, elle est plus élevée de jeunes qui vont s'inscrire à la formation adulte. C'est une situation qui est très variable d'une MRC à l'autre. Les collines de l'Outaouais, c'est seulement 25%. Vallée de la Gatineau, c'est 45%. Donc, on voit qu'il y a quand même d'un territoire de MRC à l'autre, encore là, des distinctions importantes. Et à gauche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 8 centres de formation générale, dont 5 sont de formation générale des adultes qui sont dans la région d'Outaouais, 5 spécifiquement dans la ville de Gatineau. Pour l'année scolaire 2017-2018, il y a 15% des DES qui ont été décernés dans la région à des élèves en formation générale des adultes. Donc, c'est quand même une façon pour certains élèves en difficulté, certains élèves pour qui le cadre scolaire jeune, régulier, habituel ne convient pas, mais c'est une façon qui est très valable et qui permet d'accéder en formation professionnelle ou aux études collégiales. Donc, la valeur du diplôme, elle ouvre les mêmes portes. En termes de formation professionnelle, encore là, le taux d'accès, c'est la proportion de ceux qui ont accédé. Ce qu'on observe, c'est que la proportion, elle est beaucoup plus faible, les filles versus les garçons. Donc, écart garçon-fille, 2 fois plus de gars de façon générale qui accèdent en AFP que de filles, mais moins de filles et beaucoup moins de garçons en Outaouais qui vont en AFP. Encore là, une différence majeure
entre la ville de Gatineau et Pontiac. Gatineau, 8 Pontiac, 21 et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ailleurs au Québec. De façon générale, au Québec, les grandes villes comme Montréal, Laval, c'est inférieur à 10 puis les milieux très ruraux, ça monte jusqu'à 30 Donc, ce qu'on observe dans votre région, ce n'est pas spécifique à l'Outaouais, c'est un élément qu'on observe quand même ailleurs. Il y a 11 établissements qui offrent plus de 54 programmes de formation professionnelle, donc une belle offre de formation. Ça veut dire aussi 1327 diplômés seulement pour 2017-2018. Et en termes de diplômes, si on prend l'ensemble de ces diplômes-là, la plupart, c'est des diplômes de DEP, mais on a aussi des attestations de spécialisation professionnelle et des attestations d'études professionnelles. Donc, on voit un petit peu la répartition de ces 1327 diplômes-là. Je poursuis avec les études collégiales. Encore là, on commence avec le taux d'accès aux études collégiales après 7 ans au secondaire. Donc, c'est notre proportion de jeunes qui, dans leurs 7 premières années de leur parcours secondaire, se sont inscrits à un établissement collégial du Québec. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a aussi, étant donné qu'on est très près de l'Ontario et d'une offre supplémentaire, scolaire supplémentaire. Mais il est possible que dans ceux qui n'ont pas accédé, ils ont pu accéder à autre chose. Donc, encore là, un peu comme la diplomation qu'on sous-estimait tout à l'heure, on sous-estime potentiellement cette proportion-là. Et davantage de filles qui accèdent aux études collégiales que de garçons. Donc, le scénario est à peu près le même ici que ce qu'on observe dans le Québec. Et si on s'intéresse à la proportion de ceux qui ont obtenu un diplôme 2 ans après la durée prévue du programme initial. Donc là, on est rendu au cégep. La cohorte de 2012, c'est une nouvelle cohorte qui commence à l'entrée au cégep. Et c'est toujours les cohortes les plus récentes que je vous présente. Ce n'est pas toujours mentionné, mais 2012, on les suit pendant 5 ans. Et là, ce qu'on observe, c'est que la proportion de filles qui obtiennent un diplôme, elle est beaucoup plus élevée que celle des garçons. Donc, c'est la même chose. Mais globalement, on a beaucoup moins de filles de l'Outaouais qui obtiennent un diplôme que dans l'ensemble du réseau et aussi beaucoup moins de garçons. C'est un élément qu'on a déjà observé aussi. Puis, encore là, l'indicateur n'est pas parfait pour l'Outaouais pour la simple et bonne raison que si un collégien commence ses études dans un cégep X puis qu'il les termine dans le cégep Y, ben, le ministère est capable de le suivre. Puis il y a à peu près 10% des jeunes qui vont obtenir leur DEC, mais pas dans le cégep initial, qui vont changer de cégep et qui vont finalement obtenir un diplôme. En Outaouais, s'ils changent de cégep puis ils restent au Québec, ça va bien. Si c'est en Ontario, on en perd la trace. Donc, encore là, on a une vision partielle, mais on a des indices qui peuvent laisser présager, un peu comme on a vu au secondaire. Souvent, les régions qui ont une diplomation puis un plus fort taux de décrochage au secondaire, bien, la situation se répète un petit peu aussi au collégial. Donc, on a des bons indices qui nous disent que la situation est probablement préoccupante aussi au collégial, mais on sait que l'indicateur n'est pas parfait pour le mesurer. Puis ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de voir l'évolution, comment ça fluctue dans le temps. Donc, de se comparer avec nous-mêmes, je pense qu'à ce moment-là, ça devient le meilleur gage de succès pour dire, OK, on a de la misère à se comparer avec les autres, comparons-nous avec nous-mêmes. L'offre de formation collégiale est présente dans la région, mais elle n'est pas répartie de façon égale. Il y a 4 institutions collégiales pour un total de 7 campus qui offrent des programmes crédités et un campus qui offre des ateliers non crédités. Donc, on a quand même une offre intéressante. Et je termine les parcours scolaires avec les études universitaires. On a en Outaouais, il y a une université qui offre 170 programmes, donc l'UQO. Et ce qu'on s'intéressait, c'est de savoir le point de vue attractif de l'UQO. Et aussi, donc, d'où viennent les gens qui s'en viennent à l'UQO et où vont les jeunes de l'Outaouais. Donc, on a 2 diagrammes différents. Le premier, c'est la provenance. 45% de la clientèle de l'UQO provient de la région de l'Outaouais, mais on a quand même un 20% qui vient des Laurentides, un 10% de Montréal, un 19% de petites, donc un peu des graines à gauche, à droite de plusieurs régions. Donc, on les a regroupées ici.
mais toutes en bas de 10 environ 4 qui proviennent de l'Ontario, donc c'est quand même pas super élevé, et d'autres régions à l'extérieur du Québec, 1,1 Et si à l'inverse, on se demande, nos jeunes de l'Outaouais, ils s'en vont où pour suivre des études universitaires? Dans cet indicateur-là, c'est seulement au Québec. Donc, ceux qui quittent vers l'extérieur, cet indicateur-là n'en tient pas compte. C'est vraiment vers les universités québécoises. Et là, on a la moitié et plus des jeunes qui s'en vont à l'UQO. Mais quand même, là, après ça, c'est assez diversifié. On a Laval, Sherbrooke, Montréal, un peu moins de 10 chacun. Concordia, 4 l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue, près de 4 aussi. Et dans d'autres universités, donc inférieur à 4 donc un regroupement de plusieurs universités, on a quand même un autre bassin de 14 Ici, à droite, je vous reviens en disant qu'il y a près du tiers des résidents de l'Outaouais âgés de 15 ans et plus qui ont réalisé des études postsecondaires dans une autre province, probablement l'Ontario, alors qu'au Québec, c'est 3,7 Donc ça, c'est le recensement canadien qui nous dit ça. Près d'un jeune sur 3, pas d'un jeune, d'un adulte sur 3, de 15 ans et plus, en fait, qui aurait réalisé des études, une partie au moins de son parcours postsecondaire dans une autre province. Donc ça, c'est vraiment la réalité frontalière qui est très présente. Et il y a... Nous, en fait, le portrait, c'est on fait une incursion dans différents domaines, puis on survole plusieurs thématiques. Mais il y a l'ODO, donc l'Observatoire du développement de l'Outaouais, qui a fait des fiches thématiques en profondeur sur certains thèmes très intéressants puis qui vont beaucoup plus loin que ce que nous, on peut montrer. Je pense entre autres à la petite enfance ou encore au navettage. Donc, je vous invite peut-être en complément du portrait qu'on présente à consulter aussi ce que propose l'ODO qui est complémentaire et qui est super pertinent aussi. Des caractéristiques propres aux jeunes, entre autres, là, on parle d'une enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire qui est menée aux 5 ans par l'Institut de la statistique du Québec, pardon. Et là, on a regroupé différentes caractéristiques des jeunes qui sont essentielles, qui sont liées qui sont des déterminants de la persévérance scolaire. Donc, on sait lier à quelque part avec la réussite des jeunes. Entre autres, le soutien familial, donc on parle de soutien social élevé de la part soit de la famille, des amis, de l'école ou de la communauté. C'est près de 80 des jeunes qui disent avoir bénéficié d'un soutien élevé de la part de membres de leur famille. 2 sur 3 vont dire avoir un soutien élevé de la part de leurs amis. Par rapport à l'école, c'est 35 donc c'est quelque chose qui est un peu plus difficile peut-être pour le jeune de dire oui, j'ai vraiment ce soutien-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais c'est quand même plus ténu. Et de la part de la communauté, c'est quand même près d'1 sur 2. Et je pense que c'est important, Jean-Marc l'a dit d'entrée de jeu, on a plusieurs organismes communautaires qui sont complémentaires à ce que le milieu scolaire peut offrir, qui ont des mandats famille, jeunesse, éducation, puis il y a 4 carrefours jeunesse-emploi. Donc, il y a un vaste réseau qui entoure le jeune. Les diagnostics médicaux de troubles anxieux, de dépression, de troubles alimentaires, on pensait que c'était important de faire ressortir que, premièrement, c'est plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Un peu comme tout à l'heure, quand on parlait des sentiments de détresse psychologique qui étaient plus fréquentes chez les filles, ben, c'est un petit peu la même notion, mais la région se démarque de façon pas nécessairement positive, mais la proportion est plus élevée que pour le reste du Québec. Donc ça, c'est peut-être un enjeu qu'on a vu qui se dégageait. En termes de niveau élevé de confiance en soi, les garçons sont plus nombreux à dire qu'ils ont un niveau élevé de confiance en soi que les filles, mais il n'y a pas de distinction par rapport à la donnée régionale, à la donnée provinciale, pardon. On ressemble à l'ensemble du Québec. Et respecter la durée de sommeil recommandée durant la semaine d'école. Bien là, ce serait moins élevé autant pour les filles et les garçons que l'ensemble des étudiants. Et les garçons sont moins nombreux aussi à respecter la durée de sommeil recommandée que ne peuvent l'être les filles. Puis surtout, je trouvais que l'ado qui dort avec un bras et une jambe qui pend en bas du lit, ça me faisait penser à mes ados. Ça que je trouvais ça bien drôle.
En termes de risque de décrochage scolaire, on sait que les garçons décrochent plus que les filles, mais l'ISQ a développé un indicateur de risque de décrochage qui fait en sorte qui témoigne en fait de caractéristiques qui sont plus favorables à mettre un terme à ces études. C'est entre autres le rendement scolaire. Donc, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? Est-ce que tu as un retard scolaire? Est-ce que tu as redoublé une année? Puis, est-ce que tu es engagé dans tes études? Donc, ces trois indicateurs-là, ça te permet de constituer un indicateur que l'ISQ peut décliner sous différentes sous-populations. Et ce qu'on sait, c'est que les garçons sont plus nombreux à présenter un risque élevé que les filles. On ne se distingue pas, par contre, par rapport à l'ensemble du Québec. Donc, il n'y a pas de petits plus ou petits moins ici. Il n'y a pas de distinction importante. Mais on sait que les garçons, les élèves handicapés ont en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, les élèves vivant en famille reconstituée, monoparentale et ceux dont les parents sont sans diplôme sont plus nombreux à avoir un risque élevé de décrochage scolaire. Puis de façon générale, on est en mesure de mesurer le décrochage au Québec de plusieurs de ces groupes-là, puis c'est quelque chose qu'on voit aussi. C'est des groupes plus à risque. Par contre, si on veut y aller sur une note positive, la diplomation des jeunes en situation de handicap augmente de façon très, très importante, je dirais même spectaculaire au cours des dernières années. Même chose pour les étudiants qui proviennent de milieux défavorisés. Il y a vraiment des améliorations importantes en termes de diplomation. Donc, les nouvelles sont relativement bonnes. Et la proportion d'élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage, elle augmente avec le temps. Donc, il y en a plus, mais ils réussissent mieux qu'avant. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et il y a l'ELDEC, oui, c'est l'ELDEC, qui est l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, qui nous dit que si on observe des difficultés à 12 ans, il y a plusieurs des choses qui étaient déjà présentes à 7 ans. Donc, d'où l'importance d'agir tôt. Puis que les difficultés en lecture à 7 ans sont déjà des signes importants qui peuvent mener au décrochage. Donc, ces études-là qui nous projettent dans le temps, qui nous permettent de suivre un jeune tout au long de son parcours, ça nous permet de dire, OK, c'est vraiment important d'agir tôt puis de travailler, pas juste sur mes 3, 4, 5 quand ils ne sont pas loin de dire, là, ils pourraient peut-être décrocher. Non, c'est un processus. Puis la fin du processus, c'est le décrochage, mais ça a commencé bien en amont. Donc, toutes ces recherches-là nous démontrent l'importance d'agir tôt. Michael, tu sais qu'il est à peu près 3h05, donc il te reste quelques minutes. Je te remercie. Il me reste 5 diapos. Merci de me ramener à l'ordre. En termes de conciliation, études, travail, ici, on l'a ça c'est pour l'ensemble du Québec. On voit que plus les jeunes sont vieux, donc plus ils s'en viennent vers le 5e secondaire, plus ils sont nombreux à travailler. Et de façon générale, au Québec, comme en Outaouais, c'est à peu près un jeune sur 2 qui a un emploi. Ça, c'est secondaire 1 à 5 confondus, c'est à peu près la moitié. Et c'est 9 points de pourcentage de plus qu'il y a 6 ans seulement. Donc, c'est une situation qui évolue rapidement. Et il y a 11% des jeunes qui travaillent plus de 15 heures. On sait qu'il y a des impacts à partir d'un certain nombre d'heures. Je ne rentrerai pas dans le détail. C'est à peu près comme le Québec aussi. Donc, on a une situation qui est semblable à celle du Québec à ce niveau-là. En termes de vitalité économique, la vitalité économique globale est relativement bonne. Donc, si je regarde le taux d'emploi, on est dans 3e rang avec Capitale-Nationale, Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça va relativement bien. Pas trop d'emplois dans le secteur primaire, des revenus relativement bons. Pas trop de faibles revenus. Donc, si on regarde la région dans son ensemble, on a l'impression que ça va relativement bien. Par contre, si on regarde avec un autre indicateur, je vais y aller tout de suite, puis je reviendrai. Ici, on a 2 indicateurs qui sont combinés dans un même diagramme. La couleur, c'est l'indice de vitalité économique. La vitalité économique, c'est des tranches de 20% de la population en termes de... c'est basé sur le revenu des ménages, le taux d'emploi, puis l'accroissement de la population. Donc, quand on est en rouge, on a un milieu qui est plus dévitalisé. Quand on est en orange, relativement dévitalisé. Puis quand on est en vert, ça va très bien. Donc, on voit qu'on a 2 territoires, 2 MRC avec une forte vitalité économique et on en a 3 avec une vitalité économique moindre. Ensuite, on a l'indice de remplacement de la main-d'œuvre, qui est le chiffre qui est au bout ici.
Si on a un indice de 100, ça veut dire que pour 100 personnes qui s'apprêtent à prendre leur retraite, donc qui sont dans la tranche d'âge 55-64 ans, il y a 100 jeunes qui s'en viennent puis qui pourraient prendre leur place. À Gatineau, on a pratiquement un indice de 100, mais dans plusieurs des territoires, c'est près de 50%. Ça veut dire que pour 100 personnes qui vont prendre leur retraite, on a seulement 4 jeunes qui s'en viennent pour prendre leur place. Donc, on a vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Et de façon générale, 44% des municipalités de l'Outaouais sont dites dévitalisées, alors qu'au Québec, c'est seulement 20%. C'est la deuxième région avec le plus de municipalités dévitalisées. Donc, il y a vraiment un enjeu là. Puis, tantôt, j'ai passé la scolarité de la population adulte. La scolarité est relativement bonne aussi, mais encore là, on sait que les collines de l'Outaouais et Gatineau ont un portrait très différent des trois autres trois autres MRC. Donc, je pense que c'est important, ce que je retiens, puisque c'est de dire il y a une réalité régionale et il y a des réalités locales qu'il ne faut pas évacuer, mais le portrait est très semblable ici. La vitalité économique, c'est une roue. C'est une roue qui s'approvisionne elle-même, c'est-à-dire que plus on a des gens qui sont faiblement scolarisés, ça va créer des situations de sous-emploi, d'appauvrissement, une baisse de productivité, une sous-diversification de l'économie, un faible sentiment d'appartenance, fierté, de fierté d'appartenance. Ça peut être plus favorable à l'exode des jeunes, diminution, vieillissement de la population, perte de services, baisse de concertation, de leadership, et ça entraîne aussi un plus faible niveau de scolarité. Donc, c'est vraiment un cercle qui peut aussi venir avec une plus faible valorisation de l'éducation puis du décrochage. Par contre, ce qui est le fun avec ce concept-là, qui est inspiré de Bernard Vachon, c'est qu'on peut faire tourner les flèches dans l'autre sens. Si, par l'éducation, on réussit à favoriser le niveau de scolarité de notre population, on peut arriver à avoir plus de créativité, une meilleure productivité, on développe le sentiment d'appartenance. Donc, je pense que l'éducation, c'est au cœur de la vitalité du territoire de façon économique, mais il faut voir aussi que l'éducation a une place, qui peut jouer un rôle important dans cette situation-là. Je termine en vous disant que si on veut mettre en place une situation, si on veut améliorer une situation, ben, il y a des initiatives qui peuvent être mises en place. On voit qu'au Québec, on l'a vu tout à l'heure, la situation évolue de façon importante. Il y a des régions qui s'en tirent mieux, il y a des régions qui s'en tirent moins bien, mais il y a des constantes. Entre autres, de pouvoir compter sur un leader fort, sur un leadership fort, ça nous permet de tirer ensemble et d'aller en avant. Travailler dans un esprit de partenariat avec les services publics, les partenaires, les acteurs clés de la communauté. Je pense que la présentation démontre bien l'importance de différents enjeux, différentes organisations, différentes thématiques qui sont liées à l'éducation. Donc, j'ai ma conviction, c'est plus qu'une impression, ma conviction, c'est que le milieu scolaire, en partenariat avec différents milieux de l'emploi, les milieux communautaires, les milieux de la santé, les milieux des MRC, des élus, peuvent faire une différence sur la situation des jeunes. Puis, on a vu aussi qu'il y avait des bénéfices énormes à amener un jeune à la réussite. Il faut assurer un accompagnement personnalisé des jeunes à risque de la petite enfance et de ses parents. On a vu que ça commençait tôt dans le parcours du jeune. Ça prend des sous, ça prend des leviers financiers pour soutenir, pour avoir des initiatives qui sont adaptées à chacune des réalités. C'est pas parce que ça fonctionne ailleurs que ça va bien fonctionner chez nous. Donc, il faut adapter les façons de soutenir les jeunes. C'est important d'évaluer ce qu'on fait pour être en mesure de s'ajuster, tout simplement. Et puis voir est-ce que ça fonctionne bien chez nous, est-ce que ça fonctionne bien dans notre contexte à nous, pouvoir faire des petits ajustements. Puis ça permet aussi d'assurer une transférabilité. Donc, si on voit qu'un partenaire fait quelque chose qui fonctionne bien, OK, dans quel contexte ça fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit en place pour que ça fonctionne bien? L'évaluation permet ça. Et il ne faut jamais perdre de vue que de travailler l'éducation, c'est de viser
un développement à moyen à long terme d'une région. Donc, il y a du court terme pour le jeune, il y a des effets positifs sur le jeune, sur les générations à venir, mais il y a des effets positifs à long terme aussi pour l'ensemble de la collectivité, puis de l'ensemble des services de proximité qu'on peut se donner. Je termine en disant qu'il ne faut jamais douter qu'un groupe de personnes réfléchies et engagées puisse changer le monde. En vérité, c'est la seule façon de le faire. Donc, je trouve que c'est très inspirant. Et je vous laisse avec la période de questions. Puis, j'ai mis une série de citations que je trouve inspirantes. Vous avez mes coordonnées dans le bas aussi. Donc, je vais redonner la parole à Jean-Marc. Merci beaucoup, Michael. Quel tour de force, premièrement, d'avoir sorti le portrait en 1 mois et 2 semaines, puis d'avoir réussi à faire tout ça en 50 et quelques minutes. Madame Dufour, vouliez-vous parler tout de suite ou bien est-ce qu'on peut prendre les questions puis ensuite vous concluez? Non, en fait, je peux parler tout de suite. Merci beaucoup pour cette présentation. Puis voici ce que je retiens de mon côté. Évidemment, je pense que c'est un point de départ, cette présentation. Ce n'est pas un point d'arrivée. Et souvent, lorsqu'on a une présentation, les indicateurs, on les interprète comme certains éléments explicatifs ou justificatifs. J'aime ce que vous avez présenté, qui était davantage présenté en termes de facteurs de vulnérabilité pour lesquels il existe des facteurs de protection qu'on peut mettre en place et donc neutraliser ces facteurs de vulnérabilité-là. Puis on le voit dans certains centres de services scolaires au Québec qui se sont grandement améliorés. Puis on le voit aussi en Outaouais, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on s'est amélioré de 12 Le Québec s'est amélioré de 10 donc quand même. Je pense que ce qu'on fait en Outaouais fonctionne bien. On a encore du chemin à faire, évidemment, puis on y travaille. Mais on connaît ce qui est efficace en termes de recherche. Les écoles, c'est déjà connu depuis plus de 20 ans aux États-Unis, mais au Québec aussi avec le projet CAR. Là, puis on a une collègue qui est très impliquée au projet CAR, Nadine Peterson, ici. Mais ce sont des projets qui regroupent l'ensemble des centres de services scolaires pour partager ces bonnes pratiques-là et s'assurer, dans le fond, d'améliorer la réussite des élèves. Je pense que ça fonctionne bien, cette concertation régionale qu'on a interordre, mais qu'on a aussi avec les différents partenaires, organismes communautaires qui gravitent autour de la réussite de nos écoles. Moi, je suis vraiment optimiste. Et quand on regarde les données probantes de la recherche, bien, on est capable de voir qu'on peut contrer complètement les effets de vulnérabilité d'un enfant si on y applique les bons facteurs de protection. Alors, ça ouvre bien notre semaine de persévérance scolaire, mais ça parle aussi du travail de mobilisation puis de concertation que la table d'éducation fait en Outaouais et de la mobilisation de tous les acteurs, autant du milieu que de ceux qui gravitent. Alors, voilà, merci énormément. Oui, puis vous avez nommé un élément sur lequel je suis passé vite, mais que je trouve essentiel, c'est que l'Institut de la statistique du Québec, dans son enquête de l'ELDEC, nous démontre que oui, un jeune qui est vulnérable à l'entrée à la maternelle a moins de chances, a plus de chances de présenter des difficultés dans son parcours ultérieur. Par contre, lorsque des ajustements adéquats sont faits, on se rend compte que rendu en 6e année du primaire, il n'y a plus de différence avec les jeunes qui n'arrivaient pas vulnérables. Donc, c'est vraiment... donc, il y avait une situation préoccupante dans votre région. Je pense que les chiffres le montraient bien. Par contre, on sait qu'en agissant tôt, puis en étant concerté, puis en prenant cette situation-là au sérieux, on peut récupérer la situation. Donc, ce n'est pas une finalité en soi. Merci beaucoup. J'inviterai Janie, peut-être, si tu as suivi les questions qui ont été posées pendant l'atelier, peut-être soit nous les résumer, soit les poser directement à Michael. Oui, bonjour. Donc, il y a quelques questions dans le QNR. Donc, est-ce que, Michael, on a des données sur la participation citoyenne, le lien entre la participation citoyenne et la scolarité? Tu l'as effleuré tout à l'heure un petit peu brièvement. Oui, c'est bien documenté, là. Il y a différentes mesures. On sait que les jeunes qui ont au moins un diplôme d'études secondaires vont s'impliquer davantage. Donc, dans la collectivité, j'ai nommé donner du sang, mais participation citoyenne aussi, voter aux élections. Donc, il y a plusieurs impacts positifs de persévérer chez nos jeunes. Pour l'ensemble de la collectivité, c'est un élément qu'on voit. Puis, on a quelques éléments de ça dans le portrait, mais des fois, en allant voir dans les sources, on peut référer à d'autres éléments positifs qui sont en lien parce qu'on n'a pas pu tout mettre. On avait 6 pages.
Merci. Prochaine question. On a une question du Pontiac. Donc, sur quoi étaient basés les chiffres de décrochage pour le Pontiac? Est-ce qu'on considère comme décrocheur un jeune qui quitte sa dernière année au secondaire pour aller faire une année supplémentaire en Ontario? Oui, en termes de diplomation puis de décrochage, c'est un peu la difficulté avec de faire le suivi par le ministère. C'est que le ministère, lui, sait que le jeune était là au début de son parcours. Puis, s'il est parti une année en Ontario, quand on regarde pour le décrochage, le ministère regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'année suivante. S'il ne s'est pas réinscrit au Québec pendant l'année suivante, il va être considéré par le ministère comme un décrocheur. Donc, effectivement, on sait que j'avais les mêmes enjeux quand j'étais en Abitibi, puis on parlait des MRC limitrophes. Il y a une part de décrochage qui n'en est pas un tout à fait. Donc, ça, on le sait. Par contre, la façon dont le ministère le corrige, si on veut, c'est en regardant ce qui se passe au primaire. Le ministère se dit, si je perds 3% de mes jeunes du primaire, puis que comme la scolarité est obligatoire, ben c'est pas parce qu'ils ont décroché, c'est parce qu'ils sont partis à quelque part, ils ont fait autre chose. Donc, on peut penser que c'est 3% aussi au secondaire qui ne sont pas des décrocheurs, mais qui c'est pour les mêmes raisons. Donc, on sait que dans les publications du ministère, ça, c'est pris en compte. Dans Carte aux jeunes, on n'est pas en mesure de faire ça. C'est pour ça que je vous dis, on sous-estime de 2% partout au Québec, puis en Outaouais, surtout quand on est proche de la ligne, on sait qu'on sous-estime un peu plus. C'est pour ça que le réflexe que j'ai, moi, c'est de dire comparons-nous, mais comparons-nous surtout avec nous-mêmes. Ça, dans le fond, la situation, il n'y a pas de raison que d'une année à l'autre, OK, tout le monde s'en va en Ontario, puis on les perd toutes pour cette raison-là à partir d'un moment donné. Mais on sait que l'indicateur n'est pas parfait dans un contexte de frontalier comme le vôtre. Merci, Michaël. La prochaine question est au sujet de l'immigration. À quoi attribuez-vous le taux de décrochage plus faible chez les populations issues de l'immigration? Est-ce que c'est la culture familiale qui valorise l'éducation, par exemple? Si tel est le cas, est-ce une piste d'intervention auprès des parents en général? Est-ce qu'il existe des recherches à cet égard? On observe premièrement que, un peu comme je vous disais tout à l'heure, le taux de diplomation et le taux de décrochage, qui sont deux indicateurs qui se suivent pas mal là, dans le sens inverse, évoluent de façon très positive pour les étudiants en situation de handicap, mais aussi pour les immigrants. Les immigrants de deuxième génération, par exemple, ont une diplomation plus élevée que les non-immigrants. Donc, puis les immigrants de première génération sont à peu près à égalité. Ce qu'on sait, entre autres, première génération, il y a souvent la barrière de la langue. Il y a quand même des enjeux liés à l'intégration directement. Quand on est un immigrant de deuxième génération, ben nous, on est nés au Québec, c'est nos parents qui sont nés à l'extérieur. Donc déjà là, ça nous en dit beaucoup sur le contexte familial, le contexte de valorisation de l'éducation. C'est des jeunes qui ont des aspirations scolaires très élevées. Ils visent rarement de terminer leurs études au cégep. Ils visent d'aller jusqu'à l'université. Puis on sait que quand on a des bonnes aspirations scolaires, c'est le gaz qu'il nous faut pour amener à terme notre projet d'études. Donc, oui, je pense qu'on peut parler de valorisation de l'éducation, de valeur, puis on peut parler aussi d'aspiration. Je peux compléter aussi dans certains centres de services, parce que je sais qu'il y a vraiment des différences sur certains MRC. Mais dans certains centres de services, on va observer l'inverse, des immigrants de première génération qui vont mieux réussir que les immigrants de deuxième génération. Les immigrants de deuxième génération vont réussir exactement comme les Québécois de souche, je vais dire ça comme ça. Okay. Donc, il y a aussi là, dans certains facteurs culturels là, qui sont à creuser là-dedans. Puis aussi, peut-être une différence entre les immigrants et les réfugiés qui n'arrivent pas nécessairement non plus avec le même bagage émotif qui fait en sorte que, dépendant où est-ce qu'on va vivre sur le territoire de Gatineau, il y a des différences. Donc, ça mérite d'être vraiment creusé, au même titre que la présentation a été faite là, avec les différences notables entre les MRC de notre région. Pour les élèves de l'immigration, c'est la même chose. Puis, je poserai une petite dernière avant, parce que je vois le temps filer. Est-ce que les statistiques concernant la provenance des étudiants là, pour l'UQO, est-ce que ça incluait le campus de Saint-Jérôme ou seulement celui de l'Outaouais? Oh, c'est la question piège. Oui, c'est ça. Le traitement a été fait par
c'est des données qui proviennent du BCI, donc Bureau de coordination interuniversitaire. J'imagine qu'ils étaient inclus, mais ils se retrouvent peut-être dans autres. Parce qu'on avait... mais il faudrait que j'aille voir spécifiquement comment ça a été traité. Là. Je ne serais pas en mesure, à moins de vous faire une petite menterie live, là, mais je ne pourrais pas vous dire s'il était présent ou pas. Je n'aurais pas l'information présentement. On fera le suivi à votre question, Madame la coordonnatrice du pôle d'enseignement supérieur de l'Outaouais, à votre question là, par la suite. Donc, ça faisait le tour. À part des félicitations chaleureuses, Michaël, de ta présentation, ça fait le tour de ce qui était dans le question-réponse. Excellent. Je ne sais pas si Mme Dufour ou Pierre Boucher voulaient dire un dernier petit mot. Moi, je veux personnellement remercier Michaël, Olivier et Émilie, qu'on ne voit pas, mais je pense que c'est la graphiste et puis une autre collègue de chez vous. C'était très agréable de travailler avec vous pour bâtir ce 6 pages qui est très riche. Alors, Mme Dufour ou Pierre, si vous voulez dire un dernier mot. Je vais laisser le dernier mot à M. Boucher. Tout a été dit. Moi, je remercie également tout le monde d'être ici aujourd'hui et de nous avoir aidés à rendre ça le plus riche et intéressant. Merci, M. Gaudreau. Merci, M. Turcotte. Vous êtes joints à nous à distance. Donc, on espère que ça va être un bon outil pour vous aider dans vos décisions, dans vos projets. On va certainement le rendre, le mettre à jour et le rendre encore plus intéressant pour les territoires. Notre volonté, c'est d'en faire, dans une deuxième phase, évidemment, un portrait par MRC. Donc, on vous revient avec ça pour ceux et celles qui ont cet intérêt-là. On va essayer de trouver le financement pour l'année prochaine. Merci beaucoup tout le monde.